Alors, Catherine, euh, on sait, tu le sais très bien, tu es convaincue à l'intérieur de toi-même que tu es une traductrice efficace et rapide. Euh, Ça fait longtemps que tu es sur le marché du travail, tu vois que ça va bien avec tes clients, mais tu as toujours, dans certaines circonstances, du mal à organiser ta pensée. Et puis, ton cerveau, comme celui de tous nos collègues traducteurs, est assailli de toutes sortes de facteurs qui augmentent le stress. Ça peut être certaines journées, le surplus de travail, le nombre de mots à traduire par jour. Ça peut être le degré de difficulté des textes, les tarifs dégressifs, les clients difficiles, et tu dois également composer avec l'horaire de la garderie, l'horaire de l'école et tes obligations parentales. Alors, c'est vraiment pas facile. Alors, notre cerveau, c'est notre principal outil de travail. Puis, il est littéralement assailli de toutes parts par les facteurs que je viens d'évoquer. Et c'est un peu comme le disque dur de notre ordinateur, mais c'est pas tout à fait la même chose parce que c'est pas une mécanique qu'on peut faire démarrer le matin à 8h30 en débutant en commençant notre journée de travail puis fermer à 16h30. Euh, il faut le préparer. Il faut faire des exercices d'échauffement en harmonisant son fonctionnement avec les autres aspects de notre être. Euh, les traducteurs doivent optimiser leur démarche de travail, mais on peut se demander comment. En faisant abstraction des facteurs de stress. Euh, Comment traduire de tout son être, comment traduire en harmonisant toutes les parties de son être. Euh, Voici des exemples. C'est en bougeant, on peut faire des petits exercices pendant son travail, en nourrissant son sentiment d'appartenance, son estime de soi, en travaillant en, euh, en respectant ses propres valeurs, ça, qui peuvent être le souci du mot juste, la santé, ça peut être la paix, autant de façons d'optimiser les conditions de bien-être au travail. Pour optimiser les conditions de bien-être au travail, ben, je vais y aller de façon systématique, là, en commençant par les besoins physiologiques. Alors, c'est respirer de façon consciente en maintenant une posture droite et assurée. Il y a différentes façons d'y parvenir au travail. Ça peut être en travaillant, par exemple, sur un ballon pour garder une posture droite et assurée et dégager la cage thoracique. Boire de l'eau, boire suffisamment pour maintenir un degré d'hydratation convenable. Dormir, reposer notre système nerveux. Manger en fonction de nos besoins et de nos activités de la journée et non pas pour compenser, et bouger et s'étirer. Alors, notre qualité de vie à tous, dépend de la manière dont nous comblons nos besoins physiologiques, dont nous y répondons. Chaque fois que nous ne répondons pas à un ou à plusieurs de ces besoins, nous ressentons un malaise, nous avons soif, nous avons faim, nous nous sentons fatigués. Après les besoins physiologiques viennent d'autres besoins, le besoin d'appartenance, autrement dit, besoin d'affection, besoin d'attention, besoin d'amitié. C'est très important d'avoir la conviction que les gens que nous aimons se préoccupent de nous au point d'accepter de nous donner l'affection, l'attention et l'amitié que nous désirons et de nous permettre de leur en donner également en retour et de renforcer cette conviction. Chaque fois que nous ne répondons pas à notre besoin d'appartenance, nous ressentons un malaise.
Le sentiment d'appartenance, on peut le nourrir de différentes façons. On peut le nourrir dans le couple, on peut le nourrir dans la famille, dans notre réseau d'amis, dans notre réseau professionnel. Après le sentiment d'appartenance vient le besoin de pouvoir, la reconnaissance, l'autorité. Acquérir du pouvoir et maintenir la conviction que nous sommes reconnus par quelques personnes de temps à autre, que ces gens reconnaissent que nous avons quelque chose à dire ou à faire qui soit important pour tout le monde. C'est important de se sentir compétent, de sentir qu'on a de l'influence, de savoir qu'on peut gagner. Il est également important pour tout être humain euh, d'être en position d'autorité, c'est-à-dire exercer son pouvoir par sa position hiérarchique ou être écouté. Autre besoin fondamental, le plaisir. Il passe par l'apprentissage, la créativité. Alors l'être humain, pour acquérir la conviction qu'il a du plaisir et la renforcer, doit choisir des comportements axés sur l'appréciation, dans lesquels il retrouve le rire et le bien-être. Le comportement ne doit pas viser l'utilitaire, mais si quelque chose de nouveau, si minime soit-il, est appris, alors c'est plus satisfaisant. C'est un besoin fondamental chez l'être humain parce que ça permet d'évoluer. C'est d'ailleurs par le plaisir que les enfants, par le jeu, que les enfants font leurs apprentissages. Et nous aussi, on continue de faire des apprentissages de cette façon-là. Dernier besoin fondamental, la liberté. C'est avoir la conviction qu'on peut agir et penser sans être restreint par les autres, tant et aussi longtemps que nous n'entravons pas leur propre liberté, euh, leur accès, n'entravons pas leur accès à la liberté que nous désirons. C'est l'accès au choix qui nous permet d'être à l'aise parce qu'en réalité, on n'est jamais pleinement libre. Alors, par exemple, notion de bouger, se déplacer, choisir, avoir accès au choix. Ça, c'est des exemples de liberté. Et toutes les fois que le besoin de liberté n'est pas comblé, on ressent un malaise. Dans la vie, c'est certain qu'on ne fait pas ce qu'on veut au moment où on voudrait. On aurait alors une véritable liberté. On est plutôt dans une autre situation, c'est qu'on a des options qui s'offrent à nous et c'est l'accès euh, à, à la possibilité de faire un choix qui nous permet d'être à l'aise dans des situations comme celle-là. C'est de savoir que je pourrais faire autre chose lorsqu'un événement le demande.